Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du travail et comment trouver un travail qui a du sens. Forcément le travail c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et de place dans nos vies, donc c'est normal selon moi de se poser la question. Et plus généralement, quelle définition je donne au sens, parce que c'est important je pense de définir le terme avant que je commence la vidéo. Le sens pour moi il est personnel, chacun a un sens différent qu'il donne au travail. Et ça peut être, est-ce que le travail m'intéresse? Est-ce que ça a un sens pour la planète? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que j'apprends des compétences au fur et à mesure que je m'améliore dans ce travail, etc., etc. Le sens est très différent d'une personne à l'autre, donc c'est important de préciser ça avant. Il n'y a pas un sens, pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Donc pourquoi je me suis posé cette question-là du travail et du sens? C'est que j'ai réfléchi et j'ai fait un parallèle avec 3 générations que je vais vous exposer là. Et c'est important que je l'expose avant de développer comment trouver un travail de sens. Donc je suis parti de la Deuxième Guerre mondiale et je me suis rendu compte que la génération de mes grands-parents avait vécu cette guerre-là et ça avait été vraiment source d'une grande frustration parce qu'il y avait un rationnement, il y avait des manques, il y avait des pénuries, etc. Et donc après la guerre, il y a eu les 30 Glorieuses, c'était hyper facile de trouver un travail, on pouvait changer de travail comme ça. Et toutes les personnes qui ont commencé, sans généraliser, mais une majorité de personnes plutôt, qui ont commencé à avoir une carrière dans cette période des 30 Glorieuses, ont consommé à vouloir rattraper le temps perdu pendant la guerre et ne plus avoir envie de manquer. Et donc ça veut dire consommer pour être heureux, ça voulait dire stocker pour être heureux, avoir de plus en plus de possessions matérielles pour être heureux. Et quand je discute avec des gens de la génération de mes grands-parents, c'est quelque chose qui est assez frappant et qu'on retrouve chez plusieurs d'entre eux. Donc voilà, cette peur du manque d'après-guerre, elle est caractéristique, selon moi, de la génération de mes grands-parents. Donc cette génération des grands-parents a donné naissance à la génération de mes parents, qui a donc été élevée dans cette logique de si tu veux être heureux, il faut que tu consommes, que tu possèdes des choses, que tu manques de rien, que tu aies tout à foison. Donc voilà, le bonheur par la consommation et les possessions matérielles. Donc cette génération-là a grandi, est arrivée sur le marché du travail, avec cette idée-là qu'il faut avoir le meilleur travail, avec le meilleur salaire, la meilleure reconnaissance sociale, etc. Et c'est normal, vraiment là je pointe le doigt sur personne, je stigmatise personne, c'est normal, je pense qu'on aurait tous fait ça avec cette éducation, avec cette connaissance de la guerre, etc. Je pointe du doigt personne, j'essaye juste de faire un constat. Donc voilà, cette génération-là de mes parents arrive sur le marché du travail avec il faut gagner beaucoup d'argent et consommer pour être heureux. Le problème dans tout ça, c'est que cette génération-là, elle se confronte à plusieurs réalités, c'est que c'est peut-être pas la meilleure solution pour être heureux. On voit le nombre de personnes en dépression, en burn-out, en arrêt de travail, ou encore les gens qui se disent ok, attends, je vais quand même attendre la retraite pour kiffer parce que là, moi, le travail... vivement la retraite quoi. Donc on se rend compte quand on voit ça que la solution qui consiste à posséder ou à consommer pour être heureux ou avoir le meilleur salaire possible, la meilleure reconnaissance sociale, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et je pense, de mon avis, pourquoi cette génération-là est un petit peu dans une position délicate avec le travail, c'est que le capitalisme au sens très large, sans stigmatiser encore une fois, a créé des bullshit jobs. Ça a été théorisé, je vous mettrai sans doute un lien vers le livre de la personne qui l'a théorisé. En gros, les bullshit jobs, c'est quoi? C'est un métier à la con. C'est un métier qui, si la société demain s'arrête, on se rend compte que ce métier-là n'a pas vraiment d'intérêt. Par exemple, trader, consultant en marketing, les personnes qui animent des comptes de réseaux sociaux, des community managers, par opposition à des métiers qui ne seraient pas des bullshit jobs, les professeurs, les éboueurs, les pompiers, etc. C'est-à-dire que si eux, cette profession-là, se mettent en grève pendant une longue période, et la société va s'arrêter de tourner ou alors va y avoir de grosses difficultés. Pareil pour les maraîchers, par exemple. Donc voilà, ça oppose pour moi les bullshit jobs aux métiers de non bullshit jobs. Et cette génération-là a connu l'explosion des bullshit jobs avec toutes les fonctions support, la finance, le marketing, la communication, les aspects juridiques, etc. Des métiers où au final, la division du travail a fait que au lieu qu'il y ait une seule et même personne qui pense un produit, qui le fabrique, qui le vende, qui fasse le SAV,
on a divisé tout ça pour une meilleure productivité. Il y a une personne qui le pense, une personne qui le fabrique, une personne qui communique dessus, une personne qui gère les personnes qui communiquent dessus, une personne qui gère les aspects juridiques du produit, etc. etc. Et donc, in fine, la personne qui travaille à une de ces tâches ne voit pas ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui se passera après, et ça perd du sens, quoi, en gros. Donc voilà sur le bullshit job. Donc cette génération-là, on voit et on entend, les médias font régulièrement l'écho de ça, des réorientations, des changements de vie, etc., etc. Mais il y a des blocages et c'est normal. Ces gens-là sont dans une phase où ils ont souvent des crédits pour leur maison, des enfants, ou juste ça fait peur de sortir de la zone de confort et c'est normal. Mais cette génération-là a donné naissance à une nouvelle génération, dont je pense je fais partie. Nous, on se retrouve face à la problématique suivante. D'un côté, on a encore en tête la vie idéale vue par la société, de dire fais de longues études supérieures à l'université, pour toi le premier travail qui paye très bien, prends un crédit sur 20 ou 25 ans, achète une maison en zone pavillonnaire, fais plusieurs enfants et un scénic et un labrador. Je caricature et je stigmatise encore une fois personne, mais c'est pour caricaturer le schéma qu'on peut nous mettre devant nous pour nous inciter à le faire. Donc il y a cette réalité-là qu'on peut avoir comme pression, et l'autre réalité de dire « Attends, moi j'ai vu mes parents pas forcément être à l'aise avec leur travail, attendre la retraite pour être heureux, bah, moi j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai envie de prendre du plaisir au travail, j'ai envie que c'est du sens pour moi, pour la planète, j'ai envie de prendre du plaisir à le faire, j'ai envie que tous les jours je fasse des choses différentes et que ça me stimule même après 10 ou 15 ans. » Donc voilà, il y a ces deux réalités dans notre génération et c'est hyper important. Ce pourquoi on veut du sens, aujourd'hui dans notre travail, pourquoi le titre de cette vidéo? Parce qu'il y a eu toute cette histoire avant de l'après-guerre, de la consommation, etc. etc. C'est important d'arriver à ce point-là avant de commencer vraiment le cœur du sujet. Donc maintenant, on arrive sur le marché du travail, moi je veux un job qui a du sens, imaginons. Déjà, à mon sens, il y a des réalités à prendre en considération. Déjà, le job parfait, ça n'existe pas. Je ne vais pas trouver le job idyllique, etc. Il y a toujours des choses que j'aurais pas envie de faire. Des tâches administratives, rencontrer des gens si je ne sais pas trop ce qui me plaît, je sais pas, être longtemps tout seul dans un atelier, bref, il y a plein de trucs. Même un job idyllique a des contraintes, il faut prendre conscience de ça. Deuxième chose, selon moi toujours, dans notre vie, on ne fera sûrement pas qu'un métier. Il ne faut pas se préparer en disant ok, j'ai fait cette formation-là, c'est fini toute la vie, je vais être forcément que dans cette filière-là. Non, c'est pas forcément. Il y a tellement d'outils aujourd'hui à notre disposition pour changer de métier qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir qu'un seul métier dans notre vie. Deuxième chose, les outils classiques d'aide à l'orientation ou à la réorientation, selon moi, ne sont pas très performants, ou en tout cas aussi performants qu'ils devraient l'être. Je pense notamment aux conseillères d'orientation. J'ai absolument rien contre ces personnes, mais de mon expérience et de l'expérience de mon entourage, je me rends compte que ça n'a pas été de l'aide, que ça n'a pas dû avoir l'aide, ça n'a pas dû être l'aide que ça aurait dû avoir. Avoir des rendez-vous où on nous conseille juste d'aller sur telle page sur le site de l'ONICEP ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Je ne sais pas exactement comment devrait être leur métier. Je ferai sûrement une autre vidéo d'ailleurs sur l'école et ça rentrera dans ce cadre-là. Mais il y a un travail, je pense, à repenser sur cette aide à l'orientation, à la réorientation, au job de sens. Les autres considérations qu'il faut prendre en compte, c'est que le monde dans lequel on vit est absolument en train de changer et de vivre une mutation incroyable. Il y a une étude que je vous mettrai en description qui dit qu'en 2030, 85% des métiers qui seront la norme en 2030 n'existent pas à l'heure actuelle. Donc c'est difficile de se projeter dans un métier qu'on fera plus tard alors que la très grande majorité n'existe encore pas aujourd'hui. Il y a aussi un truc dans le monde d'aujourd'hui, pour moi, pour trouver un job de sens, c'est qu'il y a deux choses qui se posent. D'un côté, on voit l'essor du numérique, la digitalisation prend de plus en plus de place, le télétravail, le travail sur les écrans, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a une volonté de retourner à quelque chose un peu d'authentique, l'artisanat, etc. Et j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai aussi en description, c'est La révolte des premiers de la classe. Et l'auteur, lui, pense que le monde de demain devrait être
constitué de gens qui ont fait des études supérieures, puis une formation de type CAP ou BEP, très concrète et manuelle. Parce que pour lui, les gens qui auront un métier dans le monde de demain sont les gens qui seront capables de prendre du recul avec leur études supérieures ou leur aspect très théorique, et en même temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire une activité très concrète. Voilà, ça c'était les points que je voulais aborder avant de dire ok, maintenant très concrètement, comment je fais pour trouver un job qui a du sens? Qu'est-ce que je fais? Déjà, la première chose selon moi, c'est d'essayer de trouver un métier en fonction de soi. Essayer au maximum de limiter les influences du monde extérieur. La famille, par exemple, pour ceux qui sont encore en recherche d'une orientation, la famille, et c'est normal, aimerait bien que vous fassiez un métier qui soit des études supérieures, enfin avec des études supérieures, parce que c'est valorisant socialement de faire des études supérieures, ou un métier qui gagne beaucoup d'argent, ou un métier qui ne soit pas trop dans la branche professionnelle, parce que bon, c'est un peu mal vu de faire un métier, d'aller en filière professionnelle, de faire un travail qui soit socialement reconnu, d'avoir un poste qui est socialement reconnu. L'influence du monde extérieur est hyper importante dans notre quête d'un travail, et d'un travail qui nous plaît, parce qu'au final, on se rend compte que le regard des autres qui portent sur notre situation a de l'importance chez pas mal de gens. Notamment la quête d'argent et d'avoir une position dans la société où on a un bon niveau de vie. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur dans le passé d'avoir ou de vouloir un travail qui gagne beaucoup d'argent pour avoir du temps, je l'expliquais dans une autre vidéo, mais d'avoir du temps pour faire autre chose, pour les amis, pour les associations, pour faire ce qui me plaît. Mais faire un métier juste pour de l'argent, à moyen terme, selon moi, c'est toujours destructeur, parce que y a une perte de sens très forte quand on cherche juste l'argent. Voilà sur cet aspect-là. Et l'autre chose pourquoi je dis que c'est vraiment propre à soi, le travail de sens, c'est que un métier qui pour moi a du sens n'aura peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a une fable assez connue qui est de Charles Péguy, je crois. C'est la fable du casseur de pierre. Très rapide, je vous la raconte très rapidement. En gros, il y a quelqu'un qui se balade et qui rencontre un casseur de pierre, qui tape juste sur des cailloux et il dit tu fais quoi comme métier? Et la personne répond moi je casse des pierres, c'est vraiment pas très intéressant. Ok, il continue, il rencontre une deuxième personne qui casse aussi des pierres. Il dit vous faites quoi vous comme travail? Il dit moi je nourris ma famille, c'est un métier, bon c'est pas hyper intéressant, mais au moins je nourris ma famille, j'aide à ce que mes enfants aillent à l'école, etc. Il dit ok, d'accord. Et il continue à marcher et rencontre une troisième personne qui là aussi casse des pierres, mais avec un grand sourire et qui a l'air hyper content de le faire, donc il comprend pas par rapport aux deux autres personnes qui n'étaient pas hyper intéressées. Et il dit mais vous faites quoi comme métier vous? Et la personne répond moi monsieur je bâtis une cathédrale. Donc vous voyez, un même métier peut avoir des sens totalement différents pour des personnes en fonction de leur considération et de ce qu'ils trouvent comme sens au métier. Alors voilà, une fois qu'on a ça, ok, c'est en fonction de moi. Le job qui a du sens, il est en fonction de moi. Ok, mais il y a beaucoup de gens, et moi le premier, je dis mais c'est en fonction de moi, mais moi j'ai pas de passion à tel point d'en faire un métier, quoi. J'ai pas un truc dans ma vie qui me dit ah ouais, ça j'adore tellement que je veux en faire mon métier. Bah non, moi c'est pas ma réalité, et je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens. Et il y a des fois on peut culpabiliser de dire putain, moi je vois l'autre là-bas qui s'épanouit à fond dans son métier, il adore le travail, je sais pas, du cuir, et c'est sa passion, il a l'air d'adorer. Moi j'ai pas cette passion-là, quoi. Qu'est-ce que je fais? Donc j'étais dans cette situation-là, et la situation que j'ai trouvée pour répondre à ce problème s'appelle l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire raison de vivre un peu, et c'est une traduction des pays asiatiques où là-bas, il me semble que c'est au Japon, mais je dis peut-être une bêtise, ils se sont rendus compte que les gens vivaient très vieux, et c'est sur une île, et ils se sont posé la question pourquoi ces gens vivaient plus vieux que la moyenne. Et en réalité, on s'est rendu compte que ces gens-là vivaient plus vieux parce qu'ils avaient une raison de vivre, ils avaient un ikigai. Par exemple, c'était prendre soin de ses proches, continuer à faire un jardin jusqu'à la fin de mes jours, etc. Ils avaient tous une raison qui poussait à se lever le matin, à prendre du plaisir à vivre, etc. Ils avaient tous une raison de vivre. Donc voilà, l'ikigai, c'est ça, c'est d'avoir une raison de vivre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ikigai? Comment on trouve son ikigai? En gros, c'est composé de 4 éléments. Déjà, ce que je sais faire. Je vous mettrai sûrement sur ma tête à ce moment-là, un ikigai avec les 4 composantes, mais je vous l'ai dit à l'oral. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi je peux être payé. Alors forcément, ce dont le monde a besoin, forcément il y a un aspect de
de subjectivité. Pour moi, je sais, à mon sens, ce que le monde a besoin, mais c'est pas la même chose que mon voisin pense pas la même chose que moi. Pour moi, le monde a besoin d'entraide, d'un retour à quelque chose de plus écologique, de quelque chose de plus sobre, qui a du sens, avec des relations humaines de qualité, de la qualité versus la quantité, etc. etc. Ça, c'est ma vision de ce dont la société a besoin. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc si on fait cet exercice-là, moi je le fais régulièrement parce que l'ikigai on ne le trouve pas comme ça du premier coup, c'est quelque chose qu'on peut être amené à réfléchir, à travailler sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est un outil incroyable pour trouver un job de sens. Vraiment pour moi c'est l'outil incroyable pour trouver un job de sens. Et pour finir, ou peut-être pour faire une ouverture sur cette vidéo, la connaissance de soi est hyper importante, là vous le voyez, pour faire l'ikigai, pour trouver le job de sens, parce que tout est lié à soi. Il n'y a pas un job de sens, il y a un job de sens qui nous convient à nous. Donc la connaissance de soi c'est hyper important, et il y a quelque chose qui pour moi est encore plus important, ou si ce n'est aussi important, c'est d'être acteur de sa propre vie. Pas que dans le travail, au sens l'entrepreneuriat c'est mieux que le salariat, non pas du tout, mais être acteur de sa propre vie, avoir ses propres projets et pas forcément travailler pour ceux des autres, construire sa vie comme on la décide, trouver son job de sens, s'inscrit dans être acteur de sa propre vie. Et pour moi, c'est la grande façon de s'épanouir et de trouver du sens dans notre vie, c'est d'être acteur de sa vie. C'est comme ça, selon moi, qu'on pourra trouver un job de sens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne journée.